La Suisse arrive à la Coupe du Monde 2026 avec une réputation très particulière dans le football mondial. Ce n'est pas l'équipe qui fait les gros titres tous les jours. Ce n'est pas une sélection qui attire les projecteurs comme le Brésil, la France ou l'Argentine. Mais honnêtement, il y a une chose que toutes les grandes nations savent aujourd'hui, personne n'aime jouer contre la Suisse. Parce que cette équipe est incroyablement difficile à battre. Organisée, disciplinée, solide mentalement, et surtout capable de faire dérailler le tournoi d'un favori. Depuis 15 ans, la Suisse est devenue une sorte de spécialiste des grands matchs compliqués. Elle ne domine pas forcément, elle ne joue pas toujours un football spectaculaire, mais elle use l'adversaire, elle ferme les espaces, elle oblige l'autre équipe à perdre patience. Et ensuite, elle frappe au bon moment. Cette identité-là ne s'est pas construite par hasard. L'histoire du football suisse est beaucoup plus importante qu'on le pense. La Suisse fait partie des vieilles nations du football mondial. Elle participe déjà à plusieurs Coupes du Monde dans les années 30 et 50. Et surtout, elle atteint 3 fois les quarts de finale, en 1934, en 1938 et en 1954. En 1954 d'ailleurs, elle organise la Coupe du Monde. Mais à l'époque moderne, la Suisse change surtout de dimension grâce à sa régularité. Depuis les années 2000, elle est presque toujours présente dans les grandes compétitions. Et progressivement, elle devient une équipe respectée. Pas forcément crainte pour son génie offensif, mais respectée pour sa stabilité. Le football suisse a aussi produit plusieurs joueurs historiques. Stéphane Chapuisat, Alexander Frey, Hakan Yakin, Göran Inler, Diego Benaglio, et évidemment, aujourd'hui, Granit Xhaka. Mais il y a surtout un moment qui résume parfaitement l'évolution de cette sélection. La Coupe du Monde 2006. La Suisse est éliminée au tir au but contre l'Ukraine, sans avoir encaissé le moindre but dans le jeu pendant tout le tournoi. Et franchement, ça raconte exactement ce qu'est cette équipe depuis des années. Une équipe extrêmement difficile à ouvrir, une équipe qui ne panique presque jamais. Et aujourd'hui encore, cette identité existe. La dynamique récente de la Suisse est sérieuse, très sérieuse même. À l'Euro 2024, elle réalise un très bon parcours. Elle élimine l'Italie, puis pousse l'Angleterre jusqu'au tir au but en quart de finale. Et honnêtement, pendant certaines périodes du match, les Suisses ont même semblé plus cohérents collectivement que les Anglais. Brel Embolo ouvre le score, puis l'Angleterre égalise, et finalement, la Suisse tombe au tir au but. Mais cette compétition confirme quelque chose, cette équipe sait gérer les grands rendez-vous. Ensuite arrivent les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et là encore, la Suisse fait du suisse. Pas forcément spectaculaire, mais extrêmement efficace. Première de son groupe devant le Kosovo, la Slovénie et la Suède. Des victoires propres, des matchs maîtrisés, et surtout cette sensation permanente que l'équipe contrôle émotionnellement ce qu'elle fait. Tactiquement, la Suisse joue souvent dans un système en 3-4-2-1 ou parfois en 4-2-3-1. Mais le vrai sujet, encore une fois, c'est l'organisation. Cette équipe adore défendre ensemble. Le bloc reste compact, les lignes restent proches, et quand l'adversaire commence à s'énerver ou à forcer ses attaques, la Suisse récupère le ballon et attaque rapidement. Le cerveau de cette équipe reste évidemment Granit Xhaka. Et honnêtement, Xhaka est devenu l'un des joueurs les plus intéressants du football européen ces dernières années. Parce qu'il a totalement changé son image. Avant, on parlait surtout de son agressivité. Aujourd'hui, on parle surtout de son intelligence. Son pied gauche organise le jeu suisse. Il ralentit le rythme quand il faut calmer. Il accélère quand il voit un espace. Et surtout, il apporte une forme de sérénité tactique énorme. Le grand match qui résume son importance reste probablement ce 8e de finale de l'Euro 2021 contre la France. La Suisse est menée, la France semble plus forte. Et pourtant, Xhaka réalise un match immense au milieu. Les Suisses reviennent à 3 partout, puis éliminent les champions du monde au tir au but. Ce soir-là, la Suisse montre qu'elle peut faire tomber une très grande nation. Et honnêtement, ce souvenir existe encore dans la tête de beaucoup d'équipes. Autour de Xhaka, il y a énormément d'expérience. Remo Freuler, Denis Zakaria, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Brel Embolo. Et justement, Akanji est probablement le joueur défensif le plus important de cette équipe. Parce qu'il apporte énormément de calme. Il défend intelligemment, il lit très bien les trajectoires. Et surtout, il sait ressortir proprement les ballons sous pression. À l'Euro 2024, il rate un penalty contre l'Angleterre lors de la séance de tir au but. Mais honnêtement, ça ne doit pas faire oublier son immense niveau défensif. Dans les buts aussi, la Suisse possède une énorme sécurité avec Gregor Kobel. Et ça, dans une Coupe du Monde, c'est fondamental. Parce que les grandes compétitions se jouent souvent sur 2 ou 3 arrêts décisifs. Devant, Brel Embolo reste une arme très particulière. Ce n'est pas forcément un attaquant ultra élégant techniquement, mais physiquement, il est très difficile à gérer. Il fixe les défenseurs, il attaque les espaces, il provoque du chaos dans les surfaces. Et dans les grands matchs, ce type de profil devient précieux. Maintenant, il faut aussi parler des limites de cette équipe. Parce qu'il y en a. La Suisse peut parfois manquer de créativité offensive. Quand Xhaka est très bien pressé, l'équipe peut devenir plus lente dans la construction. Autre problème,
contre des équipes très rapides en transition, les côtés peuvent souffrir. Et surtout, il y a cette barrière psychologique. Depuis des années, la Suisse est forte, mais elle bloque souvent au même endroit. Huitième de finale, quart de finale, jamais beaucoup plus loin. Le sélectionneur Murat Yakin connaît parfaitement cette réalité. Ancien défenseur international suisse, il est devenu un coach très pragmatique. Lui ne cherche pas à transformer la Suisse en équipe ultra spectaculaire. Il veut surtout une équipe intelligente, une équipe capable de survivre dans les moments difficiles. Et honnêtement, ça correspond parfaitement à l'ADN suisse. Autour de lui, le staff est expérimenté avec David Ecola comme adjoint, Patrick Folletti pour les gardiens et Eduardo Parra Garcia sur la préparation physique. Dans la liste des joueurs, on retrouve un mélange très intéressant entre expérience et jeunesse. Dans les buts, Gregor Kobel sera probablement titulaire. En défense, Akanji, Elvedi, Rodriguez ou Widmer apportent énormément d'expérience. Au milieu, Xhaka, Freuler, Zakaria ou Djibril Sow donnent de la solidité. Et devant, Mbolo, Zeki Amdouni, Dan Ndouaye, Noah Okafor ou Ruben Vargas apportent différentes options offensives. Le jeune joueur que moi j'observerai particulièrement, c'est Johan Manzambi. 20 ans, encore peu connu du grand public, mais très intéressant dans les déplacements et les espaces. Dans une équipe suisse parfois très structurée, un jeune joueur plus imprévisible peut devenir une vraie surprise. Maintenant, parlons du groupe de la Suisse. Et honnêtement, c'est un groupe très équilibré. La Suisse va affronter le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada. Le premier match contre le Qatar est très important, parce qu'il faut bien commencer. Le Qatar reste une équipe organisée collectivement, avec une certaine expérience internationale depuis 2022. Mais la Suisse possède davantage de maîtrise tactique et plus de joueurs de haut niveau européen. Je vois une victoire suisse 2-0. Ensuite, il y aura la Bosnie. Et là, attention au piège. Parce que la Bosnie est capable de très bien jouer au football quand elle trouve de la confiance. Je vois un match serré, très tactique, avec beaucoup de batailles au milieu. Mon pronostic, 1 partout. Puis arrivera le match contre le Canada. Et honnêtement, pour moi, c'est le match le plus compliqué du groupe. Parce que le Canada jouera quasiment à domicile. Avec énormément d'énergie, beaucoup de vitesse, et des transitions très dangereuses. La Suisse devra surtout gérer Alphonso Davies et les projections rapides canadiennes. Mais encore une fois, je pense que l'expérience suisse fera la différence mentalement. Je vois un match nul 1 partout. Au final, je pense que la Suisse terminera première du groupe devant le Canada. Pas parce qu'elle sera spectaculaire, mais parce qu'elle sera plus stable émotionnellement. Et ensuite, honnêtement, je vois cette équipe passer encore un tour à élimination directe. Avec le nouveau format, elle jouerait d'abord un 16e de finale. Et la Suisse, dans ce type de match fermé, devient toujours très dangereuse. Parce qu'elle adore les matchs tendus, elle adore les rencontres tactiques, elle adore faire douter l'adversaire. Par contre, ensuite, contre une très grosse nation offensive. Là, je pense que les limites réapparaîtront. Mon scénario final, je vois la Suisse atteindre les 8e de finale, voire l'écart avec un bon tirage. Mais au-delà, ça deviendrait très compliqué. Parce qu'au fond, cette Suisse 2026 ressemble exactement à ce qu'elle est devenue depuis des années. Pas une équipe spectaculaire, pas une équipe glamour, mais une équipe incroyablement pénible à jouer. Et dans une Coupe du Monde, ce genre d'équipe peut faire très mal.